de baisser ses tarifs pour coller au budget du client, de reproduire un dessin ou une création qu'on a fait soi-même, de réaliser une prestation gratuitement ou en échange de visibilité, ou de reproduire le logo de quelqu'un d'autre ou quelque chose qu'on a vu sur Pinterest. Spoiler alerte, toutes ces choses me sont déjà arrivées. Hello, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à 20 questions qu'un étudiant en graphisme m'a posées récemment. Donc en fait, il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu un email d'un étudiant d'une école de graphisme qui avait une liste de questions à me poser dans le cadre de, je sais plus, un travail qu'il devait rendre pour son école. Et certaines des questions m'ont semblé hyper intéressantes et je me suis dit, tant qu'à y répondre dans ce mail, que je pouvais en faire aussi une vidéo pour pouvoir vous partager les réponses à ces questions qui peuvent aussi potentiellement vous intéresser. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue parce que 20 questions c'est quand même beaucoup. Mais du coup, juste avant de commencer, je vais me représenter rapidement si jamais c'est la première vidéo que vous regardez sur ma chaîne. Du coup, moi c'est Amélie, je suis graphiste indépendante depuis 4 ans, j'habite au Pays Basque et j'ai créé mon entreprise que j'ai appelée l'agence Hilargia. J'ai aussi créé cette chaîne YouTube en juin 2023 pour y partager du contenu sur le graphisme, sur la vie d'entrepreneur, sur le digital nomadisme, etc. Donc j'espère que ces vidéos vous plairont. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines qui sortiront. Et puis on va pouvoir commencer cette vidéo. Donc première question, pouvez-vous vous présenter? Donc moi c'est Amélie, j'ai 27 ans, comme je viens de le dire, je suis graphiste indépendante au Pays Basque et j'ai créé mon entreprise en 2020 que j'ai appelée l'agence Hilargia et je travaille toute seule dans cette structure depuis, même si du coup j'ai eu aussi l'aide de stagiaires par moment. Deuxième question, qu'avez-vous fait comme études? Donc j'ai fait un bac scientifique puisque à l'époque j'ai eu mon bac en 2015, à l'époque c'était encore bac SL etc. Donc moi j'ai fait un bac S, pas eu vraiment le choix et du coup j'ai fait ça avant de pouvoir m'orienter vers une licence qui correspondait plus à ce que je voulais faire. Donc j'ai fait une licence de langue étrangère appliquée anglais, allemand, russe à Limoges, à la fac des lettres de Limoges. À cette époque-là, en sortant du bac, je voulais être traductrice ou interprète. Donc c'était la licence de mes rêves entre guillemets. Et j'ai poursuivi sur un master en communication marketing à l'IAE de Bordeaux. Puisque, du coup, encore un peu un changement de direction. Mais en fait, en parallèle de mes études en LEA, donc en licence, j'ai commencé à travailler chez Decathlon comme vendeuse et je me suis vraiment pris énormément d'intérêt pour tout ce qui était marketing, merchandising, etc. Donc ça a été le début de mon pivot vers cette partie-là. Et la suite, je crois que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je vais pas m'éterniser là-dessus parce que sinon ça va durer 100 ans. Est-ce que le diplôme est important? Pour moi, oui et non, dans le sens où c'est pas indispensable, dans le sens où on peut être graphiste sans avoir forcément un diplôme d'une école de graphiste. La preuve apparemment, puisque moi du coup je n'en ai pas. Mais en même temps, je pense que c'est quand même hyper important de faire des études là-dedans, d'avoir des informations de la part de professionnels sur certains sujets, d'apprendre la méthodologie, etc. Moi j'ai dû tout apprendre pour la plupart toute seule et c'est pas évident. Et je pense qu'aujourd'hui j'ai quand même des manquements sur certains sujets, notamment très techniques, que j'ai pas appris à l'école. Donc moi en tout cas c'est sûr que si c'était à refaire, j'aurais aimé faire une école de graphisme ou une école de design. Après comme je le disais, on peut s'en sortir sans, mais moi je pense que je recommanderais quand même d'avoir un diplôme, même si je sais pas exactement ce qui se fait, si c'est des licences, des DUT, des bachelors, je sais pas trop, j'y connais rien, mais en tout cas je pense que c'est important et c'est un gros plus que de faire une école de design ou de graphisme. Pourriez-vous me parler de votre parcours dans le domaine de l'infographie? Est-ce que je suis dans le domaine de l'infographie? Je sais pas. Donc j'essaye de relire la réponse que je lui ai fait pour voir dans quel niveau de détail je suis rentrée. Ok, donc je suis partie de mon master. Donc j'ai fait un master en communication et marketing avec un master de spécialisation en communication. Et je suis partie à la suite de ça en stage de fin d'études chez Decathlon. J'ai travaillé pour une des marques du groupe Decathlon comme stagiaire et j'ai été embauchée derrière en CDD pendant quelques mois. Donc ça a été ma plus grosse expérience professionnelle, enfin en tout cas celle qui m'a le plus appris en étant en salarié. Et du coup quand j'étais dans ce poste là j'avais pas mal de missions différentes, mais une des missions concernait de la création visuelle, de la PAO, etc. Et étant donné que je venais d'une licence d'un master de com, j'avais déjà ouvert les logiciels mais j'avais
je savais pas faire grand chose en toute honnêteté. Et du coup le gros avantage, enfin un des avantages à travailler chez Decathlon, c'est que j'avais pu avoir des formations sur les outils. Alors pas sur Illustrator qui est celui que j'utilise le plus en ce moment, mais par contre sur InDesign et sur Photoshop qui étaient ceux que j'utilisais quand je travaillais chez Decathlon. Donc ça a été ma première expérience, mes premiers apprentissages avec les logiciels de PO de la suite Adobe. Et à la suite de ça, donc à la suite de mon CDD, j'ai pas été embauchée pour des raisons, on va encore une fois pas rentrer là-dedans sinon ça va durer très très longtemps. Et du coup la solution que j'ai choisie c'était de tenter de me lancer en freelance puisque je voulais pouvoir rester vivre au Pays Basque, qu'il n'y avait pas d'emploi à ce moment-là ici dans mon domaine. Et du coup je me suis dit bah tente de te lancer et puis tu verras bien. Donc c'est comme ça que tout a commencé et donc au début j'ai eu mes premiers clients, j'avais toujours Decathlon qui me faisait travailler en freelance. Et au fur et à mesure, d'année en année on va dire, les premiers clients que j'ai eus ont pu parler de moi à d'autres personnes, etc. Et du coup c'est comme ça que j'en suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui. En quoi consiste votre travail? Alors là je pense que je vais lire ce que j'ai écrit parce qu'en fait je pense que j'aurai un peu de mal à le redire. Donc, je fais de la création visuelle pour des entreprises qui n'ont généralement pas de personnes dédiées à cette mission au sein de leur entreprise. Cela peut être de la création d'identité visuelle, de l'illustration, de la mise en page des documents. Les missions sont très vastes, le type de clients avec lesquels je travaille l'est aussi. Je sais pas si c'est super comme réponse, mais je trouve que c'est hyper dur de décrire ce que je fais, étant donné que ce que je fais, c'est hyper vaste, genre. Combien gagnez-vous environ? Cela varie-t-il beaucoup chaque mois? Oui, ça varie beaucoup chaque mois, en tout cas, ça c'est sûr. Du coup, je gagne environ, en ce moment, ça n'a pas toujours été le cas et je me souhaite que ça continue d'être le cas, mais ça sera pas forcément le cas, ça fait beaucoup de fois le cas, mais bon voilà. En ce moment, j'arrive à être autour de 3000 € de chiffre d'affaires mensuel. C'était mon objectif de l'année et j'espère pouvoir réussir à rester au moins à ça et éventuellement aller encore un peu plus loin. Et ça correspond à une rémunération nette d'environ, selon les mois, entre 1005 et 1800 € parce que je me verse jamais la totalité de l'argent que j'ai à disposition. Je laisse toujours de l'argent de côté qui me sert à faire des achats de formation, etc. Donc je me verse jamais la totalité de l'argent qui est disponible et j'en garde aussi du coup pour les mois où je sais que potentiellement je pourrais moins me payer. Là par exemple on arrive au mois de mai, les mois de juillet et août vont peut-être être des mois plus creux pour moi. Donc potentiellement en ce moment je suis en train de mettre de l'argent de côté qui me servira à pouvoir me payer au même niveau cet été quand j'aurai potentiellement un peu moins de revenus. Et sur la partie du coup variation, effectivement ça varie beaucoup et j'ai renseigné à cet étudiant mon chiffre d'affaires minimum et mon chiffre d'affaires maximum. Le minimum ayant été à 440 € en septembre 2021, je m'en souviens très bien. Et le plus haut ayant été de 5600 € et je suis plus sûre de moi. C'était au printemps l'année dernière mais je sais plus exactement quel mois. Voilà. Comment est-ce que je gère le fait d'être freelance ? Alors du coup ma réponse a été de lui dire que c'était vraiment un souhait de ma part, en tout cas en 2020, de me lancer dans le freelance parce que ça avait beaucoup d'avantages pour moi, même si c'est un truc sur lequel potentiellement je reviendrai, mais j'ai jamais rêvé d'être à mon compte, j'ai jamais rêvé d'être indépendante, freelance, peu importe. Ça m'avait jamais traversé l'esprit, donc c'était pas un rêve de gosse. Mais n'empêche que le côté flexibilité, liberté, pouvoir travailler depuis n'importe où, ne pas avoir d'horaire, et surtout choisir les projets sur lesquels je travaille et avoir surtout une grosse diversité dans les projets qui me sont confiés, ça c'est quelque chose pour moi qui est hyper important et que je recherche. Enfin je sais que si je devais être salariée, c'est quelque chose que je veux retrouver. En fait je suis pas particulièrement attachée au statut de freelance, je veux dire, si je pouvais avoir tous les avantages que j'ai là et être salariée, probablement que je le ferais. Juste pour le moment je crois pas que ce soit possible, mais en tout cas il y a des choses dans le statut de freelance qui me plaisent énormément et qui sont devenus un peu des non négociables entre guillemets on va dire pour moi, en tout cas pour le moment tant que j'ai 26-27 ans et que je suis encore jeune, sans enfant, etc. Et ce que j'ai écrit par contre c'est que le fait de ne pas avoir de stabilité financière et de ne pas avoir d'assurance que tu vas avoir un chiffre d'affaires et un salaire assuré, ça c'est sûr et certain, c'est un gros point noir dans le statut de freelance. Et j'essaye de trouver des solutions pour que ça soit moins problématique. J'essaye de mettre en place des choses pour que j'ai plus de visibilité long terme sur les revenus que je vais avoir, mais c'est pas évident et pour le moment en tout cas pour moi c'est pas le cas. Alors comment pouvez-vous décrire votre style et votre approche du design? Ont-ils évolué avec le temps?
Alors j'estime personnellement ne pas avoir de style. C'est déjà arrivé qu'on me dise je reconnais ton style en regardant mon travail, mais je vois vraiment pas trop comment parce que moi j'estime vraiment ne pas en avoir. Et même si c'est un peu complexant entre guillemets, pour moi c'est pas forcément un problème parce que du coup moi je considère que une de mes qualités c'est de savoir m'adapter au style que mes clients me demandent, aux contraintes que j'ai par rapport au projet de mes clients, etc. Donc pour moi c'est pas un problème qu'on reconnaisse pas mon style. Je suis pas une artiste, je suis graphiste et la notion entre les deux c'est un peu un sujet entre guillemets pas sensible mais sujet à débat parce que certains considèrent que le graphisme c'est de l'art, d'autres non. Moi personnellement je me considère pas comme une artiste parce qu'il y a une dimension très stratégique derrière ce que je fais au-delà du côté esthétique et du coup artistique. Bref, c'est pas la question Amélie. Du coup j'estime ne pas avoir de style, j'estime que je fais plutôt un travail où je m'adapte vraiment spécifiquement et j'essaye au maximum comment dire, de faire quelque chose qui correspond au style et à la demande du client. Et concernant le fait que ça ait évolué ou non au cours du temps, je pense que la qualité de mon travail a énormément évolué au cours du temps, mais ça c'est logique et normal et heureusement parce que forcément je trouve que le travail que je faisais au début est bien moins bon que le travail que je fais maintenant. Ça fait 4 ans que c'est mon métier au quotidien, donc forcément c'est comme si on disait un sport, tu progresses quand tu pratiques. Là c'est pareil, ça fait 4 ans que tous les jours entre guillemets je fais du design graphique, donc heureusement que j'ai progressé. Et par rapport à mon approche, je sais pas si elle a vraiment évolué. Je pense que ma méthode s'enrichit entre guillemets au fur et à mesure du temps parce que j'apprends forcément. Ma manière de faire mes recherches, ma manière de créer, d'utiliser des nouvelles techniques a changé, mais après mon approche... En fait, si la question c'était quelle est votre approche du design graphique, je sais même pas ce que je répondrais parce que je comprends pas la question. Donc je sais pas si ça a évolué. Alors depuis combien de temps faites-vous ce métier? Bon ça je l'ai déjà répondu 100 000 fois, ça fait 4 ans. J'ai commencé en novembre 2020, enfin mon entreprise a été créée en novembre 2020 et on pourrait considérer que ça fait 5 ans si on considère que mes premiers pas dans le graphisme ont été pendant mon stage de fin d'études chez Itiwit. Ce serait du coup en janvier 2020. Bon bref, ça fait entre 4 et 5 ans. Quels sont les logiciels que vous utilisez? Alors il y en a pas mal. J'ai écrit au quotidien Illustrator et InDesign, c'est vraiment les deux logiciels que j'utilise le plus. J'utilise bien sûr aussi Photoshop, mais quand même en moindre mesure par rapport à Illustrator et InDesign qui sont vraiment les deux que j'utilise tout le temps, qui sont quasiment tout le temps ouverts sur mon bureau. J'ai aussi noté Lightroom, ça me sert parfois pour faire de la retouche photo mais vraiment très peu. Adobe XD pour faire des maquettes pour les sites de mes clientes. Affinity Designer, alors ça c'est pas vraiment par choix, mais j'ai déjà utilisé Affinity Designer puisque c'est un logiciel que j'enseigne quand je donne des cours à l'IAE de Bordeaux. On doit travailler sur Affinity, donc j'ai été un peu forcée d'apprendre à l'utiliser pour pouvoir donner des cours dessus. Et j'ai aussi écrit Premiere Pro puisque c'est le logiciel que j'utilise pour faire mon montage vidéo. Et Canva puisque, comme vous le savez peut-être, je suis Canva Creators, donc forcément j'utilise beaucoup Canva. Où est-ce que vous vous inspirez? Arrivez-vous à avoir une inspiration tous les jours? J'ai écrit une phrase, je me trouve très drôle. Quand je suis dans une démarche proactive d'inspiration, je me tourne principalement vers Behance et vers Pinterest. C'est quoi cette manière de dire les choses? Pourquoi j'ai fait une phrase aussi compliquée? Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, quand je cherche quelque chose, c'est les sites vers lesquels je vais me tourner le plus, puisque c'est ceux où je trouve le plus de matière. Maintenant, comme je le disais dans la vidéo que j'ai fait sur les livres que j'ai concernant le graphisme, je trouve qu'on a un peu tendance à voir tout le temps la même chose en fait sur Pinterest et sur Behance. C'est assez difficile de voir des choses qui sortent des codes et qui ne ressemblent pas à tout le reste. Et du coup, pour ça, moi j'aime bien avoir d'autres sources d'inspiration, comme utiliser des livres, j'en ai beaucoup chez moi. Et en fait je pense que l'inspiration on peut la trouver à peu près partout, donc que ce soit dans la rue, dans des expositions, des musées, en se promenant dans la rue, je l'ai déjà dit, dans les livres, vraiment ça peut venir de n'importe où, donc pour moi l'inspiration faut juste sortir dehors et faire autre chose que son travail pour, je pense, se nourrir et s'inspirer. Et sur le sujet de l'inspiration quotidienne, je sais pas si j'ai très bien compris sa question, si c'est de savoir est-ce que tous les jours j'arrive à être inspirée ou est-ce qu'il y a des jours où je suis pas inspirée. Et si c'est le cas, franchement, ça arrive pas trop que je sois pas inspirée. Enfin, ça arrive que j'ai pas forcément des idées qui soient bonnes, mais dans tous les cas, j'ai des idées.
et je fais toujours en sorte de les sortir de ma tête et d'y revenir plus tard, et c'est peut-être plus tard du coup que j'aurai de meilleures idées. Et sinon, si c'était la question de savoir est-ce que tous les jours il y avait des choses qui m'inspiraient, dans ce cas-là oui, parce que pour moi il y a du coup deux choses différentes, le fait de chercher l'inspiration, donc d'aller chercher dans des sources des choses qui nous plaisent et qui nous parlent, et il y a l'inspiration entre guillemets passive qui fait que là par exemple je suis dans une pièce, là il y a un tableau avec un motif, moi je suis pas en train de calculer ce tableau avec ce motif, mais peut-être qu'un jour il reviendra dans mon esprit quand je chercherai de l'inspiration pour un projet. Et du coup pour moi on est inspiré au quotidien sans vraiment le savoir par toutes les choses qui nous entourent et qui passent sous nos yeux. Quelles sont les qualités d'une bonne graphiste? Alors je vais encore une fois lire ma réponse parce qu'elle est courte. J'ai dit l'empathie, comprendre les autres, leurs demandes et se mettre dans leur peau, l'adaptabilité et le fait d'accepter la critique et les retours. Les tendances et les graphistes à suivre selon vous? Ok, du coup ce que j'ai écrit c'est que moi je suis pas particulièrement le travail d'un graphiste ou d'une agence de graphisme en particulier. Peut-être que ça va un petit peu changer parce que je me suis mis à aller beaucoup sur Behance et à suivre des profils de créateurs sur Behance. Donc dans ce cas-là peut-être que ça va un peu changer. Mais sinon je suis personne en particulier, je cherche plus le travail que la personne, je sais pas si ça veut dire quelque chose. Et concernant les tendances graphiques, du coup ce que je lui ai dit c'est que, j'ai aucun souvenir d'avoir écrit ça, mais que j'aime beaucoup la tendance des mascottes, j'en fais beaucoup, vraiment beaucoup en ce moment. J'aime beaucoup ça, mais c'est ce que j'ai écrit, je sais pas si cette tendance va encore durer très très longtemps puisque ça fait quand même déjà un petit moment qu'on l'a avec nous. J'ai écrit que j'aimais beaucoup le travail de la typographie. Pour moi vraiment la typographie c'est l'élément central d'une création dans tous les cas, peu importe ce qu'on crée. Ça a tellement de pouvoir et du coup moi quand la typographie est bien choisie, bien travaillée, je suis vraiment très très sensible à ça. Et en ce moment on voit beaucoup de choses expérimentales sur l'utilisation et la création de typographie. Donc c'est le genre de choses que j'aime beaucoup et qui pour moi peuvent même suffire à faire une composition réussie. J'ai écrit que j'aimais bien les duos inattendus de couleurs. Je n'ai aucune idée de ce que j'ai voulu dire par ça, mais bon, soit. J'ai écrit que j'avais vu qu'il y avait une tendance sur le minimalisme camouflé en éco-design. C'est mon opinion sur le sujet, puisque j'en avais fait des posts LinkedIn sur les tendances graphiques pour 2024. Il y en a une qui s'appelle l'éco-design, qui consiste à réduire en fait la quantité d'encre et la quantité d'éléments qu'on met sur des impressions, soi-disant dans une démarche d'éco-design pour des raisons écologiques. Moi je n'y crois pas du tout. Pour moi c'est des raisons, pour les entreprises c'est plus des raisons économiques qu'écologiques dans la plupart des cas je pense. C'est-à-dire que quand tu réduis l'encre, tu réduis aussi tes coûts. Et c'est plus ça à mon avis qui les intéresse que la démarche écologique de la chose. Et pour moi par contre esthétiquement il y a quand même quelque chose d'intéressant et un certain minimalisme qui se dégage de cette tendance là. Mais après en fait ce qui me gêne aussi c'est que pour moi l'éco-design ne devrait pas être une tendance mais une norme. C'est-à-dire qu'on devrait tous réfléchir nos designs d'une manière éco-responsable, à savoir quel va être l'impact écologique de nos designs sur l'environnement et sur même le stockage numérique, etc. Enfin, c'est des choses qu'on devrait prendre en compte et qu'on devrait nous apprendre. Et ça devrait absolument pas être une tendance, ça devrait être la norme. Mais bon bref, c'est un autre sujet encore. Et en conclusion de cette question-là, ce que je lui ai dit, c'est que moi en fait je crois moyennement aux tendances parce que tout est dit dans le mot, une tendance c'est éphémère et du coup quand on construit un design pour moi, sauf s'il a une vocation vraiment très courte, par exemple comme un flyer pour un événement, dans ce cas là c'est moins gênant, mais quand on construit un design la plupart du temps on veut qu'il dure dans le temps et que il passe pas, que le style et l'efficacité ne passent pas parce que c'est démodé entre guillemets. Donc je disais que c'est intéressant d'avoir conscience des tendances mais qu'elles sont à prendre entre guillemets avec du recul puisque les tendances ça passe. Est-ce qu'il faut être fort en dessin? Non. Si tu me voyais dessiner, tu saurais que non, ce n'est pas indispensable. Moi, à la base, je ne sais pas du tout dessiner. J'essaye d'apprendre et je pratique pas mal, on va dire, pour essayer de devenir meilleure. Ça m'empêche pas d'avoir déjà fait de l'illustration dans des projets pour des clients. Mais dans le même temps, c'est absolument pas indispensable. Il y a beaucoup de graphistes qui savent pas dessiner, qui ont par exemple même pas de tablette graphique et qui peuvent quand même totalement travailler sans ça. Le design et l'illustration c'est très proche, mais c'est pas, ça va pas forcément de pair. Et c'est aussi par exemple totalement possible de travailler avec des illustrateurs quand l'illustration c'est pas particulièrement notre truc.
Donc non, c'est pas indispensable, c'est totalement possible de travailler sans savoir dessiner. Comment gérez-vous votre temps? Je vois la taille de ma réponse, j'ai vraiment la flemme de cette question tellement elle est longue. Je vais essayer d'aller à l'essentiel. J'ai dit du coup que je me fixais à l'année des grands objectifs que je découpais ensuite par trimestre et par mois, avec des sous-actions à l'intérieur, et ensuite à partir de ça, je planifie mes semaines pour essayer d'avancer le mieux possible toutes les semaines du coup en direction de mes objectifs. Je fais des bilans mensuels d'ailleurs qui sont aussi des vidéos sur cette chaîne pour faire le point sur ce que j'ai pu faire pendant le mois et voir du coup quelles vont être les actions que je vais faire le mois d'après, toujours pour la même raison, avancer vers mes objectifs annuels. Au quotidien, j'utilise la méthode des blocs de temps, enfin des blocs horaires, c'est-à-dire que je prévois, là par exemple on est samedi, j'aurais dû le faire hier mais je sais que je le ferai demain. Je vais prévoir ma semaine prochaine en prévoyant que lundi après-midi je travaillerai sur tel projet, lundi matin je ferai ma création de contenu, etc. etc. Donc c'est la méthode des blocs de temps. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur la manière dont je m'organise si jamais ça vous intéresse. Et j'utilise une application pour tracker mon temps qui s'appelle Toggle Track, qui me sert à vérifier comment se répartit mon temps, est-ce que c'est cohérent avec la manière dont je gagne de l'argent. Et du coup j'ai écrit ici la répartition globale du temps. 35% de mon temps de travail est consacré à mes clients, pas plus. Non, je crois que c'est ça, 35%. 30% est consacré à ma gestion d'entreprise, tout ce qui est rendez-vous administratif, organisation et projet de développement. 25% est consacré à ma création de contenu et 10% sont répartis entre du temps de formation et toutes les autres petites choses que je peux être amenée à faire. Voilà ce que j'ai écrit. Y a-t-il des projets sur lesquels vous avez travaillé qui ont été particulièrement significatifs pour vous? Quels défis avez-vous rencontrés dans votre carrière et comment les avez-vous surmontés? Donc je vais répéter ce que j'ai écrit parce que c'est la vérité et qu'en même temps en fait c'est assez difficile. Il y a beaucoup de projets qui m'ont marqué mais certains encore plus que d'autres. Et ce que j'ai écrit c'est que c'est du coup globalement aussi lié à l'importance entre guillemets que le projet avait. Du coup il y a 2 projets qui m'ont marqué plus que les autres. J'ai cité le catalogue de marque que j'ai fait pour Kalenji en 2022 ou 2023, je sais plus, 2023. C'était un catalogue de 100 pages qui servait à présenter toute la collection de produits Kalenji et Newfil. C'était un catalogue en interne qui servait à faire les choix de gamme, bref c'est un truc de Décathlon. Mais c'était un projet très conséquent, c'est le projet le plus long sur lequel j'ai travaillé. Et la DA de ce projet était vraiment incroyable. Enfin vraiment quand ils m'ont contacté pour le projet j'étais trop contente parce que c'est tout ce que j'aime et du coup c'était vraiment trop cool de travailler là-dessus. Donc ce projet là m'a beaucoup marqué parce que il a été très long et que je suis très fière du résultat. Et le second que j'ai mentionné c'est les créations que j'ai pu faire pour la Maison de Za, qui est une entreprise assez connue à Saint-Jean-de-Luz, une marque de café et de thé entre autres. Et pour eux j'ai fait mes premières illustrations, mes premiers packaging et du coup là ça fait presque ça fait un an je pense qu'on travaille régulièrement sur des projets. Là j'en suis à mon 11e projet avec eux donc je pense, je veux pas parler pour eux mais que quand ils ont besoin de quelque chose ils font appel à moi et du coup c'est hyper gratifiant comme relation avec des clients. Et ce qu'on a pu faire du coup, tout ce qui est packaging etc, c'était la première fois pour moi donc c'était assez challengeant mais en même temps j'avais vraiment envie d'être à la hauteur parce que je sais que c'est des produits qui existent ici chez moi et que je peux retrouver dans les restaurants etc. Donc j'avais vraiment envie de faire quelque chose de bien et je suis encore une fois vraiment très très contente du travail que j'ai fait au final et ça arrive pas souvent que je le dise. Mais ouais, je suis fière de ce que j'ai pu faire pour eux. Ça a été hyper riche d'enseignements pour moi et j'ai hâte de voir ce qu'on va pouvoir continuer à faire ensemble du coup. Et les défis que j'ai rencontrés, principalement ça a été soit des défis de gestion humaine entre guillemets avec des clients, des problèmes de communication ou des choses qui se sont mal passées. Ça c'est assez challengeant parce que du coup je suis toute seule entre guillemets pour faire face à ça et c'est pas toujours évident. Et le deuxième type de défi que j'ai pu rencontrer c'est concernant l'impression parce que ça c'est ce que je disais au début sur le côté avoir fait une école. Moi clairement ce qui me manque c'est ça, c'est tout ce qui est technique ou parfois le dialogue avec les imprimeurs c'est l'enfer parce que je comprends pas ce qu'ils me racontent, je comprends pas ce qu'ils veulent et j'ai travaillé parfois certains supports assez complexes, que ce soit des packaging assez compliqués ou certains formats d'édition classiques comme un livre. Mais en fait, des fois quand on fait imprimer soi-même, il peut y avoir des trucs assez compliqués. Bref, donc c'est ça le genre de défi que j'ai dû surmonter entre guillemets
Et je crois qu'il y avait dans la question comment j'ai fait, bah simplement soit en me rapprochant de d'autres graphistes, soit en faisant des recherches pour trouver les réponses sur internet. Alors comment voyez-vous l'évolution du domaine de l'infographie dans les années à venir avec la venue de l'IA ? Alors pour moi l'intelligence artificielle n'est absolument pas un souci, une menace, un danger ou quoi que ce soit. Moi je perçois plus l'IA comme un atout pour nous. Quand je dis nous, je dis les graphismes et même les créatifs au grand global. Alors c'est peut-être pas encore le cas pour tous les métiers, mais en tout cas moi je pense qu'on peut vraiment apprendre à utiliser l'intelligence artificielle en notre faveur. Parce que pour moi, pour le moment, elle n'est pas encore capable de produire du travail aussi bon que ce que le fait un graphiste, enfin un professionnel, un humain. Mais par contre, elle fait des choses qui peuvent nous faire gagner énormément de temps, comme le détourage quasi automatique sur Photoshop, qui est bien facilité par rapport à il y a quelques années, comme le remplissage génératif sur Photoshop, qui est incroyable et un gain de temps immense quand on a par exemple besoin de redimensionner un format. Donc je pense que vraiment apprendre à... Et là c'est vraiment que 2 exemples, il y en a plein d'autres. Je pense que l'IA, faut juste apprendre à s'en servir, ne pas en avoir peur et plutôt apprendre à s'en servir à son avantage. Et du coup moi ça me fait pas peur, je pense qu'au contraire ça va nous permettre de gagner du temps, de nous concentrer sur des choses qui nous intéressent plus. Et je pense que c'est une bonne chose, il faut juste trouver un juste milieu dans tout ça. Et ce que j'ai écrit aussi c'est que le design graphique va probablement continuer d'évoluer beaucoup. Parce que moi je suis pas graphiste depuis 15 ans donc j'ai pas le recul, mais je pense que les choses bougent très vite, les logiciels évoluent beaucoup, donc probablement que dans les 5, 10, 15 prochaines années ça va énormément changer. Et pour moi en fait la clé pour durer c'est d'avoir cette adaptabilité qui fait qu'on reste dans l'actualité et qu'on arrive à suivre toutes les nouveautés, savoir les utiliser à notre avantage. Alors ensuite, je pense qu'il en reste... Oh, il en reste encore beaucoup. Les réseaux sociaux et les nouvelles formes de médias influencent-elles votre travail en infographie ? Pour moi non, même si je pense qu'en fait, je pense que non, mais probablement que si, c'est juste que j'en ai pas forcément conscience. Puisque c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'inspiration, c'est des choses qu'on voit passer devant nous, donc potentiellement ça nous influence sans qu'on s'en rende vraiment compte. Et ce que j'ai écrit c'est que par contre c'est pour moi un atout hyper important et avantageux pour se faire connaître et trouver de potentiels clients. Question suivante, les clients sont-ils faciles à trouver ? Quelle est votre technique d'approche ? Viennent-ils vers vous ? Par quels moyens ? Votre site, par les réseaux sociaux, par bouche à oreille ? Peut-être plus difficile au début quand on n'a pas encore de réseau ou de clients qui sont là pour nous recommander, mais qu'une fois qu'on arrive à avoir les premiers, tout s'enchaîne un petit peu plus et tout devient un petit peu plus facile. Est-ce que je contacte les gens ? C'est quasiment jamais arrivé, sauf quand c'est des marques avec lesquelles j'ai envie de travailler, et du coup là je vais me permettre de leur envoyer un message en leur disant si jamais vous avez mon contact. Mais sinon je trouve que c'est assez maladroit de contacter des personnes qui n'ont pas sollicité d'aide. Donc la plupart du gens, je parle vraiment juste pour mon métier, je sais que la prospection existe et heureusement, mais je trouve que, en fait je vais donner un exemple, moi je me verrais pas contacter une entreprise et lui dire ah ton logo il est pourri, tu veux pas que je le refasse ? Je caricature, mais c'est la raison pour laquelle personnellement je ne démarche pas et c'est rare que je contacte des entreprises pour leur proposer mes services. Et du coup oui c'est plutôt les clients qui viennent vers moi, beaucoup par le bouche à oreille de recommandations d'anciens clients ou parce qu'ils ont vu que j'avais travaillé pour telle entreprise et que du coup ils se sont dit qu'ils pouvaient me faire confiance. Et c'est aussi en partie grâce effectivement aux réseaux sociaux, pas grâce à mon site web parce que je n'ai pas un bon référencement sur mon site web et que du coup mon site c'est plutôt une plateforme qui permet de retrouver mes prestations, mon portfolio etc. Mais je compte pas sur lui pour me faire découvrir, je compte beaucoup plus sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, sur LinkedIn. Donc c'est comme ça que je me fais connaître dans un premier temps et voilà. Alors quel est le meilleur moyen pour trouver des clients selon vous ? Le partage de vos créations sur les réseaux sociaux est-il le meilleur moyen ? Je sais pas si c'est le meilleur moyen, je pense vraiment déjà que ça dépend des gens. Moi honnêtement je suis pas sûre qu'aujourd'hui ça soit encore le moyen le plus efficace par rapport à il y a quelques années où oui là pour le coup ça marchait vraiment très bien de montrer son travail, montrer son processus de création etc. Aujourd'hui je sais pas si c'est parce que j'y mets moins d'intérêt, que j'y mets moins d'énergie ou que j'ai plus envie, mais j'ai le sentiment que ça marche moins et que c'est beaucoup plus par réseau de connaissances. Après c'est peut-être parce que
j'ai agrandi mon réseau de connaissances que ça fonctionne, je sais pas trop. Mais en tout cas pour moi, ce qui est sûr, c'est que ça dépend vraiment des gens. Si la communication sur les réseaux sociaux, c'est pas votre truc ou le truc d'une personne, ça sert à rien de se forcer en se disant c'est comme ça qu'il faut faire. C'est assez personnel je trouve et il faut pas se forcer à produire du contenu quand on n'aime pas ça. Mais je pense qu'il y a vraiment plein de manières différentes de trouver des clients et que certaines correspondent plus à d'autres en fonction de qui on est, comment on est, ce qu'on aime faire, etc. Ah oui, et j'ai écrit un truc intéressant, je trouve. Ça dépend aussi du type d'entreprise et du secteur sur lequel on travaille. Parce que moi du coup je travaille un peu avec des entreprises assez variées. Mais si par exemple je voulais travailler avec de très très gros groupes, potentiellement que la manière dont je trouve mes clients devrait être complètement différente. Parce que les très très gros groupes, ils viennent pas chercher des graphistes sur Instagram, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense que ça dépend aussi pas mal de ça. Faut-il avoir un domaine de prédilection ou faut-il être multitâche pour attirer l'œil et les clients? Moi je pense que plus on est spécialiste, mieux c'est. Ce que je comprends dans cette question, c'est la question de est-ce qu'il faut savoir faire de l'ILU, du pack, de l'identité visuelle, de la mise en page, de la retouche photo, blablabla, blablabla, ou est-ce qu'il vaut mieux être spécialisé? À mon sens, il vaut mieux être spécialisé. En tout cas, je le vois chez les graphistes dont j'apprécie le travail. La plupart du temps, ils sont spécialisés en identité visuelle et on m'a même dit qu'il y en a qui refusent, non pas qui refusent, mais qui ne font pas tout ce qui est mise en page et déclinaison de support sur print ou digital. Alors que moi je pensais vraiment que tout le monde le faisait. Et non, il y a vraiment des gens qui sont spécialisés dans l'identité visuelle et pour moi c'est positif parce que ça montre que du coup on a une plus grande maîtrise d'un sujet en particulier. Donc pour moi plus on est spécialiste mieux c'est. Là je parlais de l'identité visuelle mais c'est la même chose pour le packaging. Je pense que si un client s'adresse à un graphiste spécialisé en packaging, il aura beaucoup plus confiance en les capacités de ce designer sur cette partie très spécifique du métier. Comment gérez-vous le feedback et les critiques sur vos projets, travaux d'infographie ou autres? Donc j'ai écrit il fallait réussir à s'en détacher et à ne pas prendre les choses personnellement. C'est plus facile à dire qu'à faire, honnêtement, je le dis là, mais j'y arrive pas forcément dans tous les cas. Je vais lire ce que j'ai écrit parce que je pense que là il n'y a rien qui me vient très naturellement, donc ce sera mieux que je lise. C'est pas nos compétences, nos goûts, notre style, notre personnalité qui sont remis en cause quand on reçoit des retours négatifs, mais il faut se décider soit entre expliquer ses raisons et sa démarche à son client pour lui faire comprendre le point de vue qu'on a et espérer qu'il y adhère, ou alors bêtement entre guillemets faire les modifications qui sont demandées par le client pour qu'il soit content et qu'il soit satisfait, même si on trouve que c'est pas forcément le plus pertinent et que potentiellement ça gâche la création qu'on avait fait à la base. Il faut un peu choisir ce qu'on décide de faire quand on a un retour négatif ou une demande de modification sur un design. Moi ça dépend vraiment du client et du projet, ça dépend. Enfin, je ferai jamais un truc auquel je ne crois pas du tout, mais souvent en fait moi je pense que ce que je fais, c'est que dans un premier temps, j'essaye d'expliquer la raison pour laquelle j'ai fait les choses, j'essaye de faire une suggestion de ce qu'on peut faire. Et si ça passe pas et que je vois que le client il est buté et qu'il me dit moi je veux que ce soit fait comme ça, je le fais parce que c'est pas de dire que le client est roi, mais c'est enfin, même si je suis pas d'accord et que potentiellement le design va être moins efficace, à la fin pour moi c'est pas moi qui décide, donc c'est leur décision aussi d'aller à l'encontre de mes préconisations. Donc moi je bataille un peu on va dire, mais pas énormément. Il reste 3 questions. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas demander à un graphiste? Même chose, je vais lire la réponse que j'ai écrite. De baisser ses tarifs pour coller au budget du client, de reproduire un dessin ou une création qu'on a fait soi-même, de réaliser une prestation gratuitement ou en échange de visibilité, ou de reproduire le logo de quelqu'un d'autre ou quelque chose qu'on a vu sur Pinterest. Spoiler alerte, toutes ces choses me sont déjà arrivées. Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir avant de commencer ce métier? Je pense que j'aurais aimé savoir que tout s'apprend, dans le sens où on peut toujours trouver des solutions pour tout. On peut recevoir de l'aide de la part de gens qui font le même métier que nous sans se sentir en concurrence les uns avec les autres. Et que oui, vraiment tout s'apprend avec le temps et avec de la pratique et de la patience. Je pense que si je disais à la moi de 2019 qu'aujourd'hui j'étais capable de faire ce que je fais, je me serais jamais cru parce qu'à l'époque je ne savais absolument rien faire. Et donc oui, je pense vraiment que tout s'apprend avec le temps et il faut juste être patient et assez persévérant. Oh, la persévérance, c'est une qualité que j'aurais pu mettre dans la question de tout à l'heure. Et ce que j'ai répondu à cette question, c'est que pour moi, ce que j'aurais aimé savoir, ça concerne pas forcément le métier de graphiste. Ça concerne plus le statut de freelance
où pour le coup là il y a beaucoup de choses que je savais pas et peut-être que je ne sais pas encore. Et il y a deux choses dans le fait d'être graphiste freelance, il y a le fait d'être graphiste et le fait d'être freelance. Et ces deux choses, c'est pas que c'est compliqué à gérer, mais c'est voilà, c'est des apprentissages constants et parfois des erreurs, parfois des moments difficiles, etc. Et ouais, je pense que ce sur quoi j'aurais eu plus besoin d'aide, d'informations et d'en savoir plus, c'est sur la gestion d'une entreprise, du coup, quand on est tout seul en freelance. Et dernière question, aimez-vous votre métier? Et oui, je l'aime énormément. Voilà, c'est tout. C'était très très long, non? Je pense qu'il y en a pour plus d'une demi-heure. C'est très très long. Je suis désolée, mais en même temps, 20 questions, c'est beaucoup. Vous savez que je suis très bavarde, donc j'ai fait de mon mieux. J'espère en tout cas que cette vidéo aura été intéressante. Moi, franchement, je trouve qu'il y a plein de questions que j'ai jamais abordées sur cette chaîne et des questions qu'on m'a non plus pas trop posées jusqu'ici. Donc je pense que ça peut être cool d'avoir tous ces éléments-là. J'espère que ça vous plaira et que ça vous sera utile en tout cas d'avoir mes réponses à ces questions-là. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je réponds toujours avec plaisir. Et puis moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortiront sur cette chaîne. Et puis je vous souhaite une très belle journée, je crois que je l'ai déjà dit, et je vous dis à bientôt. Ciao!